Tu veux investir dans l'immobilier locatif? Tu as peut-être déjà trouvé le bien immobilier que tu veux louer. Tu as fait ton Excel, tu connais ton taux de rendement au centime près. Mais est-ce que tu sais comment tu dois l'acheter? En nom propre, en SCI, en LMNP, société commerciale? Parce que le mauvais choix peut te coûter des milliers d'euros. Pas tout de suite, mais sur 15, 20 ans, ça fait très mal. Pour faire le point sur toutes ces possibilités et vous aider dans votre choix, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Mathieu Chevaux, fondateur de 50 pour moi et expert comptable, et de Geoffrey, chef de mission chez 50 pour moi également. Bonjour Geoffrey, bonjour Mathieu. Salut Zoé. Salut Zoé. Avant de redescendre ensemble les différentes possibilités pour faire son investissement locatif, pourquoi le choix de la structure est-il important ? C'est un choix qui est déterminant, effectivement, quand on fait un investissement locatif, parce qu'il va avoir de multiples impacts fiscaux, bien sûr, c'est de là dont on parle ici. Un impact fiscal annuel, l'impact au moment de la revente, l'impact aussi, au moment de la transmission, l'impact sur le cash flow aussi que va dégager l'investissement. Donc, c'est vraiment super important. En fait, en gros, on peut avoir deux personnes totalement différentes qui achètent un même bien en fait pour le même prix et avoir complètement des rendements totalement différents pour justement parce que la structure détermine en fait un cadre juridique, un cadre fiscal et social qui fait que ça peut avoir des impacts sur la rentabilité. Donc, un même bien, deux formes juridiques différentes et c'est des résultats totalement opposés. C'est possible. Donc, ce n'est pas juste un détail administratif, c'est un vrai levier de rentabilité. Si ça vous va, on commence par l'exemple le plus simple, j'achète en mon nom, je loue en nu. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne par rapport aux revenus ? Ouais, bien sûr. Donc effectivement, c'est le cas le plus simple et peut-être le plus courant par méconnaissance justement des différentes possibilités. Donc c'est ce qu'on appelle les revenus fonciers. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, j'achète mon bien à mon nom. Je réfléchis pas à une structure juridique particulière en fait. J'achète mon bien. Je ne fais pas spécialement, en tout cas, d'aménagement dans ce bien au niveau du mobilier et je le mets en location. Là, si on est dans ce cas-là, pour faire très simple, au niveau fiscal, on va être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc comme n'importe quel salaire, par exemple, comme un salaire, auquel vont s'ajouter des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc, il y a deux régimes qui sont possibles pour calculer la base imposable. En fait, soit on est ce qu'on appelle au réel, soit on est au micro. Donc, au réel, ça veut dire qu'en gros, je prends mon loyer, les loyers que j'ai perçus, je déduis les charges que j'ai eues pour ce bien. Donc les charges principales, ça va être la taxe foncière, l'assurance du bien, les intérêts de mon emprunt et les éventuels travaux, par exemple. Ça peut être aussi des charges locatives. Bon, voilà, il y a un honoraire d'agence si j'ai mis le bien à gérer dans une agence. Bref, je peux déduire ces charges, mais alors il faut faire très attention aux revenus fonciers. La liste des charges déductibles est très restreinte et très précise, exhaustive. Donc on peut pas déduire tout ce qu'on veut, mais ce que je viens de citer, c'est les principales déductions généralement que l'on peut opérer. Donc j'ai mes loyers que j'ai perçus, les charges que j'ai payées afférentes à ce bien, ça me fait une base imposable, et c'est cette base imposable qui est soumise à impôt sur le revenu barème progressif et prélèvements sociaux 17,2%. Si je suis en micro, si j'opte pour le micro, alors déjà pour pouvoir opter pour le régime micro, il faut que les loyers représentent moins de 15 000 euros par an. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que quand j'opte pour le micro, c'est pour l'ensemble de mes revenus fonciers. Je veux pas dire, pour ce bien-là, je suis en micro, pour ce bien-là, je suis en réel. Si j'ai plusieurs biens en revenus fonciers, c'est soit tous en micro, soit tous au réel. Donc, quand je parle des 15 000 euros, c'est sur l'ensemble des revenus fonciers qu'il ne faut pas dépasser. Donc, si j'ai plusieurs biens, c'est sur l'ensemble des biens que ces 15 000 euros doivent pas dépasser. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, une fois que j'y ai droit, là, cette fois, c'est le loyer moins un abattement forfaitaire de 30% au titre des charges. Donc ça peut être intéressant si j'ai très peu de charges, en tout cas moins de 30% de charges, auquel cas ça peut être intéressant et c'est plus simple aussi clairement en termes de déclaration administrative, mais franchement aujourd'hui, notamment si on a fait un emprunt, ce qui est généralement le cas dans l'immobilier, c'est ce qui est intéressant avec l'effet de levier, on a quand même des intérêts qui sont assez importants aujourd'hui, les taux d'intérêt sont élevés, et généralement entre rien que les taux d'intérêt et la taxe foncière, on a quand même, le 30%, il faut vraiment que l'apprécier pour qu'il vaille le coup, quoi. Voilà. Donc c'est ces deux options-là. Ok, super. Et du coup, ce régime, il a d'autres avantages, d'autres inconvénients En fait, l'avantage du revenu foncier, c'est que c'est simple.
Comme on s'est pas posé de questions, en fait, j'ai pas eu de démarche particulière. J'achète mon bien comme si j'achetais n'importe quel bien immobilier. Je le mets en location et puis je déclare au moment de la déclaration de revenus. Donc c'est très simple. Même si encore une fois, il faut savoir qu'est-ce qui est déductible ou non. Ouais. Mais ça a quand même le mérite d'elle-même d'un point de vue administratif. Ok. L'autre avantage qu'il y a, c'est qu'on a ce qu'on appelle le régime de plus-value des particuliers au niveau de l'immobilier, qui est quand même un schéma qui peut être intéressant pour 2 points. La première, c'est qu'il y a un abattement pour durée de détention. Plus je détiens le bien et moins je vais payer d'impôts sur la plus-value à la sortie. D'accord. Donc si je le détiens après 30 ans, j'ai une exonération totale. Sachant qu'il y a 2 barèmes différents, parce que sinon ça serait trop simple. Il y a un barème pour l'impôt sur le revenu, un barème pour les prélèvements sociaux. Donc, et en gros, pour faire simple, je suis exonéré d'impôt sur le revenu après 22 ans et je suis exonéré de prélèvements sociaux, les fameux 17,2% après 30 ans. Voilà. Donc il y a ces 2 barèmes-là, mais si je suis après 30 ans, je suis totalement exonéré. C'est quand même un point important. Donc sur la plus-value, quand on dit plus-value, c'est le prix de vente moins le prix auquel j'avais acheté mon bien. Et c'est là aussi c'est intéressant, c'est que ce prix d'achat, quand je suis en régime de plus-value des particuliers, je peux forfaitairement le majorer de 15% pour, si je le détiens depuis au moins 5 ans, pour les différents travaux que j'ai pu apporter au bien. Voilà. C'est Tout en plus, simplement. c'est un justificatif, c'est vraiment quelque chose de forfaitaire, donc ça, Ouais. quand même, ça peut être intéressant. Le but, c'est d'avoir, en gros, la plus-value la plus faible possible pour payer le moins d'impôts. Donc là, en l'occurrence, C'est ça. grâce à D'accord. cette quote-part, ça réduit un peu les frais. Voilà, donc on a quand même ce régime-là qui reste intéressant au niveau de la plus-value. Donc ça, c'est les avantages. Par contre, les inconvénients, c'est que les charges déductibles sont limitées, comme j'ai dit tout à l'heure. Et surtout, principalement, notamment après par rapport à la location meublée dont on va en parler après, il n'y a pas d'amortissement de ce bien. Ok. Donc on peut pas l'amortir fiscalement. Et donc, on a vraiment, du coup, on est systématiquement en bénéfice généralement, ou alors on a un bien qui est vraiment pas rentable, mais en tout cas, on a systématiquement un bénéfice qui va générer un impôt. Voilà. Quand bien même, on n'a pas forcément touché du cash en face, parce que si on rembourse un emprunt, l'emprunt, il n'y a que la partie intérêt et assurance qui est déductible, mais pas le remboursement du capital. Donc, potentiellement, on peut se retrouver à avoir pas de cash qui rentre chaque mois parce que je rembourse un emprunt avec le loyer, Bien sûr. mais à payer de l'impôt quand même dessus. Voilà. Ah oui. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage avec les revenus fonciers, et d'autant plus si on a un taux d'imposition qui est fort, on est dans une tranche élevée du barème progressif de l'impôt. Là, ça peut effectivement monter très vite parce que il faut ajouter donc les 17,2% et son taux marginal d'imposition. Si je suis sur un taux marginal, admettons de 30%, bon 30 plus 17,2, 47,2, en gros j'ai quasiment la moitié donc, oui. de mon revenu qui part en impôt. Donc ça peut grimper très vite, et donc il faut faire attention à ces 2 points-là, quoi. Faut faire attention et d'ailleurs sur ces points, ça fait un peu peur. Est-ce qu'il y a des cas où ça peut être intéressant de partir sur ce régime Oui, faut pas l'exclure quand même à tout prix. C'est plutôt des projets plutôt modeste, j'ai envie de dire, et plutôt non meublé aussi, parce que si on est meublé, effectivement, il faut mieux se tourner vers un dispositif de location meublée, on en parlera après. Un taux marginal d'impôt sur le revenu, on l'a dit, plutôt faible. Si je suis pas imposable, potentiellement, ça peut être intéressant. Après, généralement, quand je suis pas imposable, j'ai pas forcément les moyens de faire un investissement locatif, donc Ouais. c'est pas, on a plutôt en fait l'effet inverse, on est plutôt sur un taux élevé. Par contre, là où c'est beaucoup utilisé, c'est si on a beaucoup de travaux, parce qu'en fait, les travaux sont déductibles dans les charges dont on a parlé tout à l'heure. Ok. Et donc, si j'ai des travaux importants, ça peut me permettre en fait de générer ce qu'on appelle du déficit foncier, c'est-à-dire qu'auquel cas, en fait, j'ai eu plus de charges que de revenus, notamment, mais si j'ai des travaux au début que j'ai pas encore encaissé le loyer, et ce déficit va être reportable et imputable sur les revenus des années futures. Donc, c'est-à-dire que je peux, comme ça, mes travaux me permettent d'être déduit de mes loyers sur les premières années, et donc de ne pas avoir d'impôt, quitte à ce que quand j'ai apuré mon budget de travaux sur mes loyers, je puisse changer de régime peut-être plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, donc si on a des travaux importants. Donc généralement, c'était pas forcément le plus intéressant si on n'avait pas de travaux ou si on avait un taux d'imposition élevé. Mais avec le nouveau dispositif Jean Brun, qui vient de sortir avec la loi de finances 2026, ça redonne quand même un peu d'intérêt à ce statut. On en parlera après si on remplit les critères, mais ça redonne un peu de force quand même aussi à la location nue détenue en nom propre, quoi. Bon. Donc il y a quand même, il y a quand même des solutions. En fait, encore une fois, c'est tout ce qu'on va dire là. On va dérouler plein de cas, mais
Il faut se poser la question de si c'est adapté à son Bien profil, sûr. à ses objectifs, à ses revenus. Donc voilà, faut pas l'exclure à tout prix. Ça peut être intéressant, même si voilà. Ouais, chaque cas est unique et chaque cas voilà, exactement. a sa solution. Et à donc il faut apporter. être accompagné pour choisir effectivement En le plus, bon. comme tu disais, en plus, un projet évolue, donc une Ouais, solution qui Oui. peut être temporairement bonne sur le revenu foncier, qui peut évoluer sur une autre solution qu'on va voir juste après, ça peut être intéressant. Comme tu disais, le but c'est de se faire accompagner pour justement trouver la bonne bascule au bon moment, Bien sûr. pour éviter de se faire piéger, notamment avec le barème de hier qui est très très piégeux, justement qu'on est fortement imposé. Ouais. Et d'ailleurs, là, on parlait donc du revenu foncier. Il y a son alter ego aussi Oui. sur le meublé. Geoffrey, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, aller un peu plus dans le détail, justement, pour ceux qui regardent la vidéo et qui veulent connaître toutes ces possibilités, en tout cas, Oui. pour l'investissement locatif. Effectivement, ouais, au niveau du meublé, donc qu'on appelle plus communément location de meublé non professionnelle, LMNP, ou professionnel LMP, je laisserai Mathieu sur ce sujet-là pour la partie professionnelle. Alors, pour le LMNP, ça reste assez similaire au revenu foncier en termes de, c'est une détention propre, hein, donc en son nom, on achète en son nom. C'est donc de la location donc meublée, bien entendu. Et pour être meublé, il y a quand même un listing précis de meubles, justement, qu'on pourra mettre, on fera afficher, je pense, le listing des meubles, Ouais. pour vraiment, en gros, bon, ça reste de la logique, hein, c'est vraiment tous les meubles qui permettent à un locataire d'y vivre en posant ses valises, en arrivant dans le bien. Hein. C'est une literie, du coup, une cuisine équipée, ça va être une télé, voilà, c'est un listing qui est quand même assez précis. Les grosses différences avec le revenu foncier, ben c'est déjà dans son nom, revenu foncier, c'est imposé en revenu foncier, alors que la partie LMNP, on est imposé donc en BIC, bénéfices industriels commerciaux. Donc c'est une autre catégorie de revenus avec ses propres règles, et ça implique aussi un autre changement, c'est des formalités qui sont un peu plus lourdes que le revenu foncier. Mathieu disait que justement au niveau des revenus fonciers, c'est simple, on achète, on met en location, on déclare ses revenus, terminé, voilà, pas besoin d'aller plus loin. Sur le LMNP, ça nécessite notamment de faire des formalités déclaratives dès le départ, de déclarer son meublé, donc en créant tout simplement une entreprise individuelle, hein, donc avec un numéro sirène, et avec des formalités tout au long de la vie du LMNP en déclarant ses revenus, que ça soit donc soit comme le revenu foncier au réel, soit au micro. Ok. Donc le réel nécessite une liasse fiscale, une comptabilité du coup, et de déclarer donc le résultat fiscal imposable chaque année sur ta déclaration de revenus personnelle, comme le revenu foncier par la suite. Donc ça c'est pour la partie réelle, hein, on rappelle du coup donc loyer moins les charges. Là où justement ça se différencie énormément avec les revenus fonciers, c'est par rapport à deux choses. Déjà, le listing des charges est beaucoup plus complet. C'est un listing de charges qui est, du moment c'est dans l'intérêt de l'entreprise, on peut le faire passer en charge, donc ce qui donne plus d'envergure, notamment au niveau des travaux ou le revenu foncier qui est un peu plus limitant. Et également au niveau tous les meubles qu'on va pouvoir faire passer, et aussi l'amortissement. Donc on parlait de non-amortissement dans la partie revenu foncier dans le cadre du meublé, et c'est son plus grand avantage, c'est qu'on va pouvoir faire passer donc un amortissement. Donc pour rappel, une fraction du bien, une charge calculée qu'on ne débourse pas, hein, c'est juste donc le bien qui a une certaine valeur, qu'on va détenir, donc on amortit sur une durée en général de 30 ans pour faire très simple, et donc on va pouvoir faire passer 1/30 chaque année de la valeur du bien pour faire baisser ses revenus et donc payer moins d'impôts. Okay. Donc ça c'est le gros avantage. Ça c'est par rapport au réel. L'autre option c'est le micro qui devient de moins en moins intéressant, pour être honnête. Il y a eu beaucoup de changements, notamment sur 2025, avec le régime qui a tendance maintenant à se rapprocher du régime des revenus fonciers. Hein. Donc en gros, pour de la courte durée, on est maintenant sur donc 15 000 euros de chiffre d'affaires maximum, et un abattement de 30% sur la partie micro, pour donc exactement comme les revenus fonciers, pour tout ce qui va être location courte durée non classée. Quand je dis non classé, c'est justement passer par un organisme tiers pour être classé de tourisme, pour justement avoir ce label-là. Par contre, pour tout ce qui est location longue durée ou tout ce qui va être courte durée, là cette fois-ci donc classé, là on est sur donc 50% d'abattement, donc un abattement qui est quand même un peu plus intéressant, et montant de chiffre d'affaires de 77 700, donc en termes de limite pour en bénéficier. Toujours à contrebalancer ces 50% d'abattement avec les charges réelles, hein, qui en règle générale normalement sont plus intéressantes parce que l'amortissement couvre déjà en général plus de 50% des charges. Donc voilà pour le parti LMNP. Super. Et En fait, ce qui est important par rapport à ça, tout à l'heure je disais, le revenu foncier, on peut se retrouver à avoir pas de cash flow. Donc
pas percevoir en fait d'argent parce qu'en fait je perçois mon loyer, je paye mes charges, je rembourse mon emprunt et je paye un impôt. Le LMNP en fait à travers l'amortissement il permet de couvrir en fait souvent parce que c'est à peu près là comme Geoffrey disait on amortit sur 30 ans, les amortissements les emprunts immobiliers c'est généralement sur des durées à peu près similaires, plutôt 25 ans mais du coup on est à peu près à la même chose et donc en fait par la magie de l'amortissement ça permet au final de faire un équivalent de si on passait le remboursement du capital de l'emprunt en charge. Et donc, ça correspond beaucoup plus généralement à notre trésorerie, le résultat à l'MNP, qu'au revenu foncier. Okay. Parce qu'en fait, on se retrouve on déduit l'amortissement. S'il équivaut à peu près au remboursement du capital, ce qui est généralement le cas, on a un résultat qui est à zéro, certes, mais d'un autre côté, si on a vraiment eu zéro cash, ce qui est la plupart du temps le cas dans l'immobilier, en tout cas notamment sur du longue durée, on a cet effet qui corrige un petit peu voilà cet effet fiscal sur quelque chose qu'on n'aurait pas touché en termes de cash quoi. Ok, super. Une fiscalité qui est un peu plus juste on va dire que le revenu foncier ou payer de l'impôt sur quelque chose qu'on n'en tire aucun revenu c'est forcément un peu moins intéressant. Et est-ce que ce régime-là, le LMNP, il a peut-être d'autres avantages encore ou d'autres inconvénients à contrario? C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup des avantages. En fait, bon, déjà, il y en a d'autres. C'est déjà la durée de détention. Comme pour, en fait, vu que c'est du non professionnel, on est sur le régime des plus-values des particuliers. Donc, ce qui fait que on va pouvoir bénéficier d'un abattement pour durée de détention. Je ne vais pas revenir dessus, mais tu l'as très bien expliqué. Et donc, ce qui permet d'avoir le même principe. Voilà, exactement les mêmes règles. Donc, une exonération potentielle de la plus-value sur 30 ans. Également, bon, l'amortissement, ça, je l'ai évoqué. Listing des charges déductibles plus important, donc ça, je l'ai évoqué aussi. Et au niveau des inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns, forcément, en cas de revente, et là, c'était la grosse nouveauté, justement, sur la loi de finances de l'année dernière, de 2025, où maintenant, les amortissements sont réintégrés dans la plus-value. Donc, les amortissements qu'on a pratiqués, ce qui nous a permis d'avoir une économie d'impôt tout au long de la vie du LMNP, tous ces amortissements, en fait, on le rajoute à la plus-value, ce qui a fait que mécaniquement, tout ce qu'on a économisé tout au long de la vie du LMNP, en fait, on le paye un peu à la sortie. À contrebalancer cet inconvénient par ce simple fait d'avoir l'abattement pour durée de détention qui, plus on va garder le bien longtemps, moins justement on va avoir d'impact en fait sur cette réintégration de plus-value. Ouais. Donc c'est un inconvénient certes, mais qui justement n'est pas fataliste. Voilà, faut quand même le dire. Et justement aussi en cas de revente, tous les amortissements qu'on n'aurait pas déduits parce que pour rappel en fait on ne peut pas créer du déficit dans le cadre du LMNP avec les amortissements et toute cette partie-là justement qu'on n'a pas pu déduire d'amortissement, mais malheureusement quand on revend le bien c'est perdu. Ça malheureusement on peut pas le prendre. Et dernier point, et ça justement on pourra faire la transition avec le LMP, il y a tout ce déficit en fait que crée le LMNP, contrairement en fait au revenu foncier. Quand on fait du déficit foncier, c'est imputable en fait sur les autres revenus. Donc si on touche des salaires et qu'on a du déficit foncier, en fait on paye moins d'impôts au niveau du foyer fiscal au global. Le LMNP, c'est un peu différent. Si on fait du déficit, en fait, malheureusement, ça ne s'impute pas sur les autres revenus. Ça ne s'impute que sur les revenus de même nature, donc sur techniquement du revenu non professionnel LMNP. Voilà. Super. Tu parlais de LMP. Du coup, quelle est la grande différence entre le LMNP et LMP et est-ce qu'il y a des conséquences justement à un passage d'un régime à un autre? Ouais. Donc effectivement le LMP, donc loueur meublé professionnel, il y a deux conditions qui sont cumulables pour pouvoir être considéré comme LMP. C'est déjà que les recettes, donc les loyers, soient supérieurs à 23 000 €. Ça, c'est la première condition. Et également que ces mêmes loyers, soient supérieurs aux autres revenus du foyer fiscal. Voilà. D'accord. Si on remplit ces deux conditions, on est considéré comme loueur en meublé professionnel. Et d'ailleurs, en fait, c'est même pas une option, hein. C'est que si on remplit ces conditions, on est considéré. Voilà. Donc, ça change pas le fait qu'on est toujours, comme le disait Geoffrey, notre sirène, etc. C'est juste que la caractéristique fiscale de ce revenu va différer, quoi. Mais sinon, on continue à avoir... c'est juste une considération fiscale, quoi. Donc, les particularités, c'est que la première... le premier gros changement, par contre, qui va se faire dès le quotidien, entre guillemets, c'est que comme on est considéré professionnel, on est censé cotiser, du coup, à l'URSSAF en tant que travailleur indépendant.
comme si on était un artisan, un commerçant, voilà. Donc du coup, on cotise en tant que travailleur non salarié. Donc ces cotisations, comme l'entreprise individuelle, elles se basent sur le résultat. Donc si on a un résultat à zéro ou faible parce qu'on a les amortissements, ils sont toujours là, on a des cotisations forfaitaires. Généralement, du coup, c'est ce qui est le cas dans les LMP où avec les amortissements, on a un résultat proche de zéro. On a des cotisations forfaitaires qui sont de l'ordre de 1000-1500 euros par an. Voilà. Ok. Ça, c'est la première différence importante. La deuxième, c'est que, comme le disait Geoffrey, là, cette fois, par contre, on peut imputer notre déficit sur le revenu global. Donc, si je génère un déficit, je peux les imputer sur mes autres revenus. Alors, pour générer le déficit, c'est pas si simple que ça, parce que, comme le disait Geoffrey, en location meublée, l'amortissement ne peut pas créer du déficit. Donc, en fait, on plafonne l'amortissement pour qu'il arrive à zéro, et s'il y a un excédent, on le stocke, on le met de côté pour les années futures où il y en aurait besoin. Mais généralement, on n'aboutit pas à un déficit, sauf si c'est par d'autres charges que l'amortissement. Mais dans ce cas-là, on a un problème de rentabilité. Donc ça diminue quand même, entre guillemets, cet avantage. Cette différence qui n'est pas vraiment un avantage, on va dire. La cotisation TNS, c'est pas vraiment un avantage, sauf si on n'avait vraiment pas du tout d'autres sources de cotisation, parce que si on est professionnel, a priori c'est notre métier, notre travail et notre source de revenus principale, donc il faut bien qu'on cotise pour avoir une couverture sociale, etc. Et puis le dernière grosse différence, c'est que plus tout à l'heure on a parlé du régime de plus-value des particuliers. Là on est en régime de plus-value des professionnels. Donc cette fois, c'est totalement différent. On a plus l'histoire d'abattement pour durée de détention. On a plus l'histoire de 15% de frais forfaitaires. Par contre, on peut avoir des mécanismes d'exonération, notamment l'article 151 septies du Code général des impôts, qui permet d'avoir une exonération même totale selon en fait le montant des recettes. Si on fait moins de 90 000 euros de loyer, en fait, on a une exonération, en tout cas d'impôt sur le revenu sur la plus-value. Sachant que la plus-value, encore une fois, on aura ici réintégré les amortissements, mais on peut avoir cette exonération-là. Alors si la durée, là cette fois, c'est 5 ans. Donc, il faut avoir moins de 90 000 euros de recettes, au moins 5 ans d'activité, et on peut être exonéré, mais attention, cette exonération, c'est que sur la partie impôt sur le revenu, et il y aura des cotisations sociales. En fait, quand on va vendre le bien, ça va venir augmenter le résultat, le bénéfice de l'entreprise, parce qu'on va faire une plus-value. Ça va se mettre dans le résultat de l'entreprise. Donc là, on n'aura pas d'impôt sur le revenu potentiellement sur cette partie, mais par contre, les cotisations sociales à l'URSSAF, dont je viens de parler juste avant, elles vont s'appliquer, en tout cas partiellement, sur ce revenu-là. Donc, faut faire attention, parce que les cotisations, donc c'est entre 40 et 45% du bénéfice qui sera généré. Mais c'est que partiellement, c'est que sur la partie qu'on appelle court terme, donc en gros à hauteur des amortissements qui ont été pratiqués. Donc pour faire simple, on a en cas de revente, au niveau de la plus-value, faut compter 40% des amortissements pratiqués quand même en cotisation. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, donc c'est un peu le piège, hein. Des fois on dit exonération, mais c'est à la fois un avantage et un inconvénient, selon, encore une fois, toujours pareil, le montant de la plus-value et puis les différentes caractéristiques. Ouais, voilà. Souvent, en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est de passer LMP et de payer des cotisations. Ils pensent aux cotisations annuelles de 1000 et quelques, 1500 euros, mais en fait, pour moi, le vrai piège, c'est plutôt à la revente, quoi. Ouais, si on rentre dans le détail, finalement... Donc il faut le calculer, faut y faire attention. Zone de vigilance là-dessus. Oui, après si c'est une activité professionnelle ou c'est l'activité principale, là en l'occurrence il y a quand même une contrepartie parce que justement ces cotisations sociales donnent des droits sociaux, ce qui n'est pas le cas d'une imposition où en l'occurrence on paierait de l'impôt. Là il y a pas de contrepartie. Là il y en a une. Si jamais il y a pas d'autre couverture. S'il y a pas d'autre couverture. Ouais. Ok, super. Donc là, c'était pour la location meublée, on a vu les revenus fonciers. Est-ce qu'il y a aussi d'autres régimes en nom propre qui existent aujourd'hui en France ? Alors, c'est pas forcément des statuts juridiques à proprement parler, c'est plus des dispositifs. Il y a le Malraux notamment, le monument historique, et le dernier né, le Jean Brun, dernier dispositif qui est né donc du coup de la loi de finances 2026, qu'on peut évoquer très rapidement. Je vais pas rentrer dans le détail du Malraux, du monument historique, c'est plus des dispositifs de défiscalisation pour dire ça de manière un peu vulgaire, mais en gros le Jean Brun, pour en parler un peu plus longuement, c'est un dispositif donc
imposé donc en revenu foncier et qui donc location nue, qui repose sur un système pareil comme pour le LMNP, un système d'amortissement. Donc pareil, on va reprendre la valeur du bien, on va pareil la couper en un certain nombre d'années et on va pouvoir faire passer donc un certain nombre d'amortissements chaque année pour baisser l'assiette fiscale et payer moins d'impôts. Donc même concept. Le Jean Brun, pour en parler un peu plus longuement, du coup, les avantages du dispositif, c'est que donc c'est ouvert donc à la fois pour tout ce qui va être les biens neufs, mais également pour les anciens. Donc ça, c'est pour le comparer un peu à son prédécesseur, le Pinel, qui a disparu depuis 2024. Et en plus, il n'y a pas de zonage précis. Donc en fait, le Jean Brun est ouvert à toute la zone géographique française pour investir. Okay. Les conditions pour en bénéficier, il y en a quelques-unes quand même. Il faut détenir le bien au moins 9 ans. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques pour pouvoir justement bénéficier de l'amortissement fiscal et justement de tous ces avantages. Également, il faut que le locataire qu'on choisisse en fasse sa résidence principale. Donc ça aussi, c'est une des caractéristiques à respecter. Le bien doit faire partie doit être un appartement. Donc en gros, aujourd'hui, le dispositif n'est pas ouvert pour les maisons du coup individuelles. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et si on investit dans l'ancien, il faut à minima, en tout cas, investir dans des travaux à hauteur de 30% du prix d'acquisition. Donc c'est quand même assez conséquent, mais c'est justement dans le but en fait pourquoi il y a ce dispositif-là, c'est essayer de rénover en fait le parc immobilier pour que justement il puisse répondre de plus en plus en fait aux normes énergétiques, du coup qui avec le cahier des charges qui est beaucoup plus lourd qu'avant forcément, ouais. Et éviter les passoires thermiques bien entendu. Et donc après les locataires qu'on choisit ne doivent pas être de la même famille du propriétaire, bien sûr. Et le bien doit avoir été acquis ou le permis de construire déposé après la promulgation de la loi de finances 2026, et ce jusqu'au 31 décembre 2028. Ok. Donc voilà. Il y a une durée bien limitée. Pour l'instant, on est sur une durée de 2 ans. Peut-être qu'il sera prorogé si ça fonctionne bien. Et... Ouais, à voir. Comme le Pinel l'avait été, hein. Donc ça, on va voir du coup si ça continue justement à l'avenir. On va voir déjà les impacts parce que justement, en fait, c'est quand même le gouvernement qui essaie de relancer un peu la machine de l'investissement locatif, en tout cas dans le nu. Donc à voir les résultats. Ça, c'est un dispositif vraiment super intéressant pour redonner, comme je le disais tout à l'heure, de la force au revenu foncier. Et ouais. Là, typiquement, la frontière devient un peu plus fine. Là où avant, on avait tendance à dire bon, mais je pars sur du meublé, je fais du LMNP, c'est le meilleur régime, etc. Au final, avec ce régime-là, selon le projet que l'on fait, là, il y a encore plus de questions à se poser. Alors, si on fait du meublé, il n'y a pas de questions à se poser. On l'a vu tout à l'heure, mais si on fait, enfin, quoique, si, on va peut-être en parler encore après de la SCI, mais si on fait du meublé, en tout cas, on est plutôt, voilà. Mais si on fait du nu, si on a ou en tout cas, on sait pas trop si on veut faire du nu ou du meublé. Il commence à y avoir beaucoup de biens aussi meublés en fait en France, donc il y a de la concurrence, il y a voilà, donc du coup ça peut permettre d'avoir des locataires qui restent plus longtemps dans les logements que de la location meublée qui est plutôt plutôt pour des gens qui restent peu longtemps, des étudiants, des choses comme ça. Donc ouais, ça redonne le choix devient plus complexe. Ça permet d'avoir une option complémentaire parce que c'est vrai que là on parle de statut juridique stricto sensus, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte plein de choses. Tu parlais de concurrence, on parle pas de type de location, de courte durée, longue durée. Il y a plein de paramètres à prendre en compte justement quand on fait un investissement immobilier. Et là, avec ce dispositif un peu hybride entre voilà la location nue avec quelques règles du meublé, voilà. Donc à voir ce que ça donne, hein. Mais en tout cas ça donne une option complémentaire à ne pas négliger. Pas mal de promesses en tout cas. Bon, à voir. Mathieu, tu parlais de la SCI, tu me fais une belle transition aussi par rapport à l'investissement locatif. Donc effectivement, on a vu justement en nom propre, on peut s'orienter vers la société. Est-ce que tu peux nous en parler? Commençons par la SCI d'ailleurs. Ouais. La SCI, le classique. Le classique de l'immobilier, je pense que ça, en tout cas, les 3 lettres parlent à tout le monde. Donc, Société Civile Immobilière. C'est une société qui a justement été créée pour gérer de l'immobilier. Donc, l'intérêt de la SCI, déjà, c'est de pouvoir être plusieurs. Parce que là, depuis tout à l'heure, on a parlé en nom propre. Donc, je suis tout seul à avoir acheté le bien. Là, en fait, si on est plusieurs à vouloir se mettre dans un projet pour acquérir un ou plusieurs biens, c'est déjà la première condition, en tout cas de la SCI, il faut être plusieurs. Donc dans tous les cas, si on est plusieurs,
il y a moins de questions à se poser justement parce qu'en fait c'est plutôt la SCI qui va être adaptée. Pour autant, si je suis tout seul entre guillemets, on peut quand même faire une SCI soit en trouvant une deuxième personne de sa famille avec une part symbolique, et dans ce cas-là on peut quand même remplir ce critère. Donc en gros, si je suis tout seul, je peux avoir toutes les options. Si je suis plusieurs, effectivement, je pars forcément sur une société. Ce que ça permet, c'est aussi justement d'éviter l'indivision. Parce qu'en fait, on peut acheter un bien en nom propre et être ce qu'on appelle en indivision. Donc, c'est-à-dire que on achète à plusieurs un bien, pour autant en nom propre, donc sans être en société, et on est ce qu'on appelle en indivision, c'est-à-dire qu'on est par exemple, si on est 2 à 50-50. Ça peut être le cas de personnes qui sont pas mariées ou qui sont frères-sœurs, par exemple, des fois ça peut arriver, enfin bref, de faire cette indivision-là. Le problème de l'indivision, c'est que après, quand on veut sortir de cette indivision, c'est compliqué, parce qu'on est obligé de vendre le bien. L'indivision, elle ne peut pas ne peut pas se scinder. On est contraint en fait de devoir le vendre pour rompre l'indivision. Okay. Donc ce qui peut être aussi compliqué en cas de transmission, et j'y vais au deuxième point et au deuxième intérêt de la SCI, c'est du coup de transmettre son patrimoine et justement d'éviter l'indivision. Si j'ai des enfants à qui je veux transmettre après mon patrimoine, si je l'ai le bien en nom propre et que j'ai rien prévu, lors de mon décès, ils vont récupérer en fait le ou les biens en indivision justement. Imaginons il y a 3 enfants, du coup ils vont tous les 3 avoir les biens. Et donc s'il y en a un qui dit moi ça m'intéresse pas en fait d'avoir des biens immobiliers, je veux pouvoir le transformer en cash, ou qu'ils s'entendent pas et que du coup ils savent pas ce qu'ils veulent faire, bref, etc. C'est le bazar. Donc là ça évite en fait ça, parce que la SCI c'est beaucoup plus simple, ça permet juste quand il y en a un qui veut sortir de sortir l'associé de la SCI. Pour autant les biens immobiliers on n'y touche pas. Et en fait, ils se mettent d'accord entre eux, ils rachètent les parts de la SCI de l'autre, on fait une réduction de capital, on peut faire plein de choses. Mais du coup, ça permet de pacifier les relations de l'indivision et de simplifier aussi, sans devoir remettre en cause tout le notamment s'il y a beaucoup de biens immobiliers, c'est dommage. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est intéressant, sachant que j'en ai pas parlé, mais on peut mettre en place aussi des dispositifs de démembrement pour pouvoir avoir aussi un avantage fiscal au-delà d'éviter l'indivision, parce que le démembrement, donc séparer la nue propriété et l'usufruit, permet en fait de réduire, voire de supprimer les droits de succession en cas de succession aussi. Voilà. Donc c'est un dispositif aussi à étudier, le démembrement. Alors plutôt à partir de à partir de 50 ans, on va dire, quand les parents ont plus de 50, ça commence il y a un barème en fait qui démarre à cet âge-là. Alors j'ai plus l'âge exact, mais je crois que c'est par là, qui démarre à partir de ce moment-là. Et en fait le barème il permet de définir quelle est la quote-part usufruit nue propriété, pour que la part qui soit donnée elle soit valorisée, parce qu'on va la donner, et donc elle rentre dans le système des droits de donation. Donc potentiellement un droit de donation, mais comme il y a des abattements sur ces droits de donation, potentiellement si on se met au plafond de ces droits de donation, on peut donner en fait la nue propriété à nos enfants sans droit de donation. D'accord. Et on peut le faire du coup plusieurs fois, parce qu'en fait les plafonds ils sont pour une durée de 15 ans, donc je peux le faire une première fois à 50 ans, une deuxième fois à 65 ans, du coup couper en deux, limiter les droits de donation au maximum, et du coup ne pas avoir de droit de succession à la sortie. Donc typiquement pour transmettre son patrimoine, la SCI est vraiment un outil intéressant, éviter l'indivision. Et ensuite ce qui est intéressant dans la SCI aussi, c'est qu'on a 2 options fiscales. On peut faire on peut avoir les deux régimes. Soit par défaut, on est en transparence fiscale, c'est-à-dire que du coup en gros quand c'est détenu par des particuliers, c'est le régime des revenus fonciers qu'on a vu tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Mais on peut opter pour l'impôt sur les sociétés, et auquel cas on a le même régime qu'une société qui serait à l'impôt sur les sociétés, donc l'IS. Et là, pour faire simple, ça se rapproche plutôt de ce qu'on a vu du LMNP, du BIC, comme le disait Geoffrey. BIC et IS, c'est des règles qui sont communes. Et donc là, on peut amortir le bien, mais par contre, c'est le régime de la plus-value, du coup, des BIC qui s'applique. Et donc, réintégration des amortissements pratiqués à la sortie et imposition à l'IS, donc 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, 25% au-delà sur la plus-value. Voilà. Et sur les éventuels bénéfices aussi en cours de vie. Donc c'est assez différent, quoi. Il faut encore une fois là jongler selon son projet, à dire est-ce que c'est intéressant ou pas. Sachant que si on fait du meublé, ça sera obligatoirement à l'IS, la SCI.
Voilà. On peut pas faire une SCI à l'IR pour faire du meublé, en gros, parce que ça revient à faire du revenu foncier et donc là, c'est pas possible. Donc, si on fait du meublé, on est forcément à l'impôt sur les sociétés. Donc, impôt sur les sociétés, voilà, avantage de l'amortissement, un peu comme pour le LMNP, mais inconvénient, entre guillemets, à la revente, parce que la plus-value va grimper plus fort et être sur un taux d'imposition qui, alors en fait, là où les gens souvent l'oublient, ils disent, ok, cool, au pire, je prends 25% d'IS, c'est toujours moins que si je prenais, imaginons que je suis à un taux d'imposition marginal à 30 plus 17,2, 47,2%, si j'étais en revenu foncier sans abattement. Ok, mais le problème, c'est que quand on paye l'IS, l'argent, il est pas à nous, il est à la SCI. Si après, on veut le prendre, nous, à titre personnel, pour s'en servir, il faut repasser par une distribution de dividendes et donc passer par généralement la flat tax, prélèvement forfaitaire unique, donc qui est du coup à 31,2%, désormais, qui était à 30% historiquement. C'était facile, maintenant c'est un peu plus, là, ça a augmenté. Donc 31,2, oui c'est bien ça, hein, je me trompe pas dans les chiffres, mais 31,4, voilà. Oui, Je me c'est souviens bien que c'était 1,4. Ouais, c'est ça. 31,4 effectivement, parce qu'en fait il y a une part d'impôt à 12,8 et avant c'était la part, les fameux prélèvements sociaux qui étaient à 17,2, sauf que pour les dividendes maintenant ils sont passés à 18,6. D'accord. Donc on passe à 31,4. Et donc ça veut dire que certes on a payé 25% d'IS au début et après on repaye 31,4 dessus. Oui. Donc en fait si j'additionne, même si c'est pas exact parce qu'en fait il y a une déduction de la base mais c'est plus ou moins ça, près, ouais. bah je retombe en fait je suis à plus de 50%. Ouais. Voilà, donc il faut bien comparer, notamment quand il y a eu la réforme en fait qui consistait à réintégrer les amortissements dans la plus-value du LMNP. Tout le monde a dit bon mais ça sert plus à rien le LMNP, faut faire de la SCI. Je suis pas d'accord parce qu'en fait le LMNP reste quand même plus intéressant parce qu'on a l'argent dans sa poche directement quand on vend. Alors que la SCI quand on veut sortir l'argent ça coûte plus cher que le LMNP. Et il y a l'abattement pour durée de détention sur le LMNP en plus. Et en plus il y a l'abattement pour durée de détention dans le LMNP qu'on n'a pas du tout dans la SCI. Donc au final, l'un dans l'autre, il faut pas, en tout cas si on se base que sur l'aspect fiscal pour faire du meublé, le LMNP reste plus intéressant. Mais bon, si on est plusieurs et qu'on veut transmettre, bon, mais il n'y a pas que l'aspect fiscal qui rentre en compte, enfin pas que l'aspect fiscal de la plus-value, et notamment quand on veut transmettre, généralement justement, en plus on n'a pas cette notion de plus-value parce qu'on n'a pas l'intention de vendre. Donc c'est là où la SCI est intéressante et c'est là où encore une fois, faut s'adapter à chaque cas de quel est votre objectif, quel est le type de bien, quel est voilà. En gros, il faut d'abord en fait que les gens ils réfléchissent pas par le spectre fiscal en disant ou par le statut juridique je vais faire ça et donc je fais tel projet. En fait c'est l'inverse. Il faut qu'est-ce que je fais comme projet comme le disait Geoffrey tout à l'heure en fonction de mon secteur, de ma ville, de la concurrence, de qu'est-ce qui m'intéresse aussi, de voilà, est-ce que le meublé ça peut être plus rentable mais ça nécessite peut-être plus de temps et de charge mentale que du nu. Voilà ce genre de questions qu'il faut se poser. Est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Est-ce que ce bien je veux l'acheter pour le louer ou pour le garder? Est-ce que je vais faire de la plus-value? Est-ce que je vais faire du cash flow? D'abord toutes ces questions-là. Et une fois que j'ai toutes ces questions-là, que tout est prêt, là je m'occupe de savoir quel est le statut juridique et fiscal que je mets derrière. Voilà. Parce que des fois, sinon, on fait pour des raisons fiscales et c'est jamais une bonne raison de faire un choix en fonction uniquement de l'aspect fiscal. Ça, c'est important. Surtout dans l'immobilier. Surtout que ça peut changer en plus. Oui, donc il faut vraiment d'abord voilà, faire tout le reste. Et en fonction de tout le reste, en plus, on sera plus à même de bien se faire accompagner parce qu'on saura répondre aux questions. Parce que c'est vrai que des fois, on pose la question de du coup, quel est votre objectif? Je sais pas. Du coup, ça va être difficile de savoir quel est le bon statut juridique pour vous. Donc, faut se poser voilà, les questions dans l'ordre. Okay. Oui, si c'est clair, après, tout va s'éclaircir après par le reste, en fait, le choix du statut, les impacts fiscaux. En fait, ce sera beaucoup plus simple, nous, comme tu disais, de conseiller, justement, quand le plan est clair, pour, justement, quand on part pas, moi, je veux payer le moins d'impôts possible, malheureusement. Oui, ça, c'est le souhait de tout le monde. Non, parce que dans ce cas-là, faites du LMNP, gardez-le 30 ans, le bien, et voilà, vous n'avez pas d'impôts, et puis voilà. Ou même, tu fais pas d'investissement locatif, du coup, tu n'auras pas d'impôts. Pas de revenus, pas d'impôts. Mais il y a que la SCI si on veut investir via une société ou il y a d'autres possibilités? Non, il y a d'autres solutions et c'est vrai qu'on en parle très peu en général, c'est les sociétés commerciales qui peuvent être sous la forme d'une SAS, d'une SARL. Ah ouais. Là en l'occurrence, c'est un peu plus particulier parce qu'en fait, bon déjà,
SS ou SARL, on parlait justement d'être en société, d'être à plusieurs. Là, en l'occurrence, sur les formes donc SS et SARL, donc il y a leur pendant donc unipersonnel, donc la SASU et le URL, qui permettent donc d'investir tout seul. Donc si vraiment on n'a personne dans notre entourage qui veut, même pour une part symbolique, qu'on veut vraiment investir tout seul, en l'occurrence, là, c'est faisable de faire donc ce système de société donc unipersonnel. Là où il va y avoir un avantage, c'est que aussi, à travers la SS et la SARL, c'est le cadre juridique, c'est-à-dire tout ce qui va cadrer au niveau des statuts, de la réglementation, au niveau de la gouvernance. Par exemple, la SS a une liberté statutaire beaucoup plus souple, qui permet de créer, on va dire, en tout cas, un cadre juridique beaucoup plus personnalisé, qui permet de, si le projet doit évoluer, de faire entrer des nouveaux associés, aussi d'attribuer, on va dire, des actions préférentielles. Tout ça, c'est faisable à travers la SAS. Donc grâce à ce cadre qui est beaucoup plus du coup libre. Il y a également, on peut en parler très rapidement, mais aussi la responsabilité qui est limitée au montant des apports dans le cadre d'une SAS, une SARL, contrairement à la SCI, qui est donc une responsabilité qui est indéfinie et proportionnelle au montant des apports, mais quand même à relativiser. Pourquoi ? Parce que, donc, pour rappel, donc la SCI c'est indéfini, solidaire, proportionnel, pardon, alors que la SARL et la SAS, certes, c'est limité, mais la plus grosse dette qu'on a dans un bien immobilier, c'est quoi ? C'est l'emprunt. Et en général, le banquier, qu'est-ce qu'il va demander ? C'est une caution solidaire. Et cette caution donc solidaire, en règle générale, pour si jamais la société fait faillite, on est poursuivi à titre personnel pour solder cet emprunt-là. Donc ouais, peu importe la responsabilité voilà. limitée ou non, au final, on doit rappeler l'emprunt. Exactement, peu importe. Bon, malgré tout, à mentionner malgré tout, on peut toujours dire qu'il y a quand même, s'il n'y a plus d'emprunt à l'avenir, il y a toujours cet avantage-là. Et le plus gros avantage de passer par ce système de société donc commerciale, parce que la SS et la SARL sont des sociétés commerciales, c'est justement de pouvoir avoir la possibilité de faire une activité commerciale en plus de l'activité donc immobilière qui est une activité civile. On peut parler aussi de l'activité de marchand de biens, donc de l'achat-revente de biens immobiliers qui est une activité commerciale qui est donc interdite en SCI et qui est totalement faisable par ce biais-là, ou tout simplement d'adjoindre en fait une activité commerciale à l'activité immobilière en proposant d'autres prestations. Donc ça, c'est on va dire, les avantages. En termes d'inconvénients, là, pour le coup, il y a la taxation des plus-values donc professionnelles, hein, donc règle de l'IS, donc réintégration des amortissements et donc plus-value qui est plus importante. Formalités plus lourdes aussi, forcément. Donc il y a des formalités de création, certes comme la SCI, mais aussi il y a des formalités tout au long de la vie de la SARL et de la SS où il va falloir donc déposer des comptes au greffe, notamment tenir des AG. Ouais. Et donc il y a des formalités qui sont un peu plus complexes que là je parle donc que la SCI, mais aussi que par rapport à une détention en nom propre où il n'y a pas toutes ces formalités là. Et aussi si on part sur un système de SARL où on est gérant majoritaire, faut toujours rappeler qu'on est aussi donc TNS, travailleur non salarié, et qui dit que même sans revenus versés, vous allez devoir vous acquitter d'un minimum d'URSSAF si jamais vous basculez sur ce système-là. Donc l'MP. Exactement comme le LMP. Et pour revenir donc à la SARL, il y a quand même aussi un régime qui est un peu à part, qui est la SARL de famille pour le mentionner, qui est en fait tout simplement du LMNP à plusieurs. Hein. En fait, chaque associé va être imposé à l'IR en catégorie BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Donc en fait, c'est du LMNP à plusieurs, mais en famille, du coup, pour le coup, comme son nom l'indique. Et là, on combine quand même. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va combiner à la fois les avantages du LMNP avec les amortissements et donc les abattements pour durée de détention aussi en cas de revente, et également l'aspect patrimonial que tu évoquais à travers la SCI, qui sont très bien mentionnés. Donc justement, on peut transmettre plus facilement ses parts, on évite l'indivision et tout ce qui s'ensuit. Très clair. On a vu donc forcément des dispositifs en nom propre, en société. Si on devait résumer tout ça pour ceux qui regardent la vidéo, pour que ce soit très clair, s'il y avait des points à retenir. On mettra un tableau de toute façon récapitulatif pour que ça soit visuel, mais pour les mentionner très rapidement, en revenu foncier, Mathieu. Oui, donc on avait parlé des revenus fonciers au départ. Donc les revenus fonciers, ça a le mérite d'être simple, mais la fiscalité peut vite grimper si on a un taux marginal d'imposition fort. Donc à faire attention et à étudier notamment le niveau dispositif Jeanbrun. Ouais, le LMNP, quant à lui, en gros, c'est idéal pour faire forcément du meublé, donc en solo, donc pour le coup très intéressant. Faire attention en cas de revente à bien jauger justement ces amortissements pratiqués qui vont venir s'ajouter à la plus-value et peut-être gommer partiellement avec la durée de détention, donc à voir si on est sur une détention notamment à moyen terme.
Après, on a vu le LMP cette fois. Donc là, on est vraiment sur une activité professionnelle, comme son nom l'indique, avec généralement un certain nombre de revenus tirés de cette activité. Attention donc aux cotisations sociales en cours de route, mais surtout aussi à la sortie en cas de plus-value. Voilà, hein, c'est surtout ce à quoi il faut faire attention. Donc ça, de toute façon, on y est confronté. Enfin, on n'a pas le choix d'y être, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est pas forcément un choix. Généralement, on démarre à l'MNP, on passe à l'MP. Mais en tout cas, il faut y faire attention si on devait passer les seuils. Après, on a évoqué très rapidement la SCI transparente fiscalement, ou SCI à l'IR pour le dire plus communément, où ça va être à peu près le même concept que les revenus fonciers, mais à plusieurs, hein. Plutôt destiné, donc on avait dit, à des projets en général plutôt modestes, avec éventuellement une revente éventuelle, parce que là, pour le coup, il n'y a pas les amortissements qui rentrent en compte. La plus-value est tout simplement les prix de vente, moins le prix d'achat, gonflé éventuellement par la quote-part de travaux qu'on a évoqué très rapidement. Et voilà pour la SCI transparente. Ou en cas de transmission aussi. Transmission également, qui est plus facilitée. Mais toujours attention au taux d'imposition sur le revenu, taux marginal d'imposition sur le revenu. Et sinon, si on a un taux d'imposition important, ben la SCI à l'IS est justement une bonne opportunité, parce qu'elle permet de ne pas avoir d'impôt sur le revenu en fait sur les loyers, et en plus quand bien même avec l'amortissement potentiellement on n'a même pas forcément d'impôt sur les sociétés non plus. Donc la SCI à l'IS est intéressante si on est plusieurs, on a une volonté de transmettre, on est sur un projet un peu plus important, et encore une fois si c'est un projet meublé, pas le choix d'être SCI à l'IS. Pour la partie société commerciale, donc on a évoqué très rapidement la SAS et la SARL, donc très adapté notamment si on veut être seul ou à plusieurs, ça c'est assez libre, mais c'est surtout dans cet aspect de combiner à la fois donc une activité donc civile de location immobilière, mais également une activité commerciale à côté. Donc là justement ça permet d'ouvrir un petit peu les champs des possibles à ce niveau-là. Ouais, donc ça va vraiment beaucoup plus loin que juste, entre guillemets, le choix d'un statut. Merci beaucoup en tout cas, Geoffrey, Mathieu, pour cet échange. On a passé en revue ensemble toutes les possibilités pour un investissement locatif en France. Nom propre, SCI, LMNP, LMP, chacune a ses forces et ses faiblesses, et surtout son timing selon ton projet. Mathieu, Geoffrey, si vous deviez résumer tout ça en une phrase, pour tous ceux qui regardent la vidéo, ce serait quoi ? Qu'il n'y a pas de solution miracle, vraiment, et qu'il faut vraiment choisir la structure qui colle vraiment à son projet, à son horizon de détention, et vraiment et à sa fiscalité personnelle. Comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien de vouloir faire comme tout le monde ou comme les autres. Il faut vraiment d'abord décider ce qu'on veut faire et ensuite se faire accompagner pour choisir la bonne structure. En règle générale, on va éviter les conseils de type fais une SCI, c'est très bien. Non, en l'occurrence, comme tu le dis très bien, Mathieu, justement, d'autant qu'on n'a pas parlé de plein de choses dans le choix de son investissement locatif. On n'a pas parlé de turnover des locataires, de type de location. On n'a pas parlé aussi de localisation. Enfin, il y a tout plein de paramètres et même les qualités intrinsèques aussi du bien. Y a-t-il des travaux à effectuer? Tout ça, ce sont forcément des paramètres qu'il faut prendre en compte dans son choix d'investissement locatif, et d'autant qu'on peut même parler aussi de TVA. On n'a pas parlé de TVA notamment pour tout ce qui va être location courte durée de type Airbnb, Booking, notamment quand on fait des activités assimilées de la para-hôtellerie. Tout ça, il faut le prendre en compte, et il n'y a pas de paramètre donc magique, il n'y a pas de solution miracle comme tu disais très bien. Donc voilà. Donc pour toi qui regardes cette vidéo, le message est clair. Ne fais pas les choses au hasard. D'ailleurs, chez Ça compte pour moi, le cabinet d'expertise comptable en ligne, on accompagne chaque année de nouveaux investisseurs à réussir dans leurs projets. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans le lien en bio pour prendre rendez-vous avec nos experts. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et tu peux même activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus tard!